Il est 15h, merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité de ce dimanche 15 janvier, la dynamique de l'offensive russe est positive. C'est ce qu'indique aujourd'hui Vladimir Poutine au lendemain de nouvelles frappes, notamment sur un immeuble d'habitation à Dnipro. Dernier bilan, selon le président Volodymyr Zelensky, 25 morts, dont un enfant et 43 disparus. Nous serons sur place dans un instant avec Benoît Ballet, puis on va en parler avec notre invité en plateau, Emmanuel Dupuis. Également à la une, les députés de la majorité sur le terrain pour vendre la réforme des retraites. Opération tractage plus que nécessaire à 4 jours d'une journée de mobilisation nationale. Près de 7 Français sur 10 se déclarent opposés au texte selon un dernier sondage. On en parle dans ce journal. Nouvelle révélation sur l'enquête visant Noël Le Graët, le président de la FFF qui s'est mis en retrait, va être signalé à la justice pour outrage sexiste. Un signalement a été émis par l'inspection générale chargée de l'audit diligenté par le ministère des Sports. Et puis cette nouvelle manifestation à Paris qui a lieu actuellement pour défendre les opposants iraniens au régime des Mollahs. Au lendemain de l'exécution d'un ressortissant irano-britannique, nous retrouverons notre reporter Dominique Marie sur l'esplanade du Trocadéro aux côtés de ces manifestants. À la une de l'après-midi info, la ville de Dnipro en Ukraine lourdement bombardée. Un immeuble d'habitation a été touché. Dernier bilan donné par le président Zelensky. Au moins 25 morts, dont un enfant et 43 personnes toujours portées disparues. Pour le maire de la ville, c'était une centrale thermique qui était initialement visée. Selon moi, le missile a touché ce bâtiment parce qu'il y a une centrale thermique de l'autre côté de la rivière. Ce qui signifie qu'ils ont essayé de toucher la centrale thermique. Mais le missile est passé et a frappé cet immeuble résidentiel. À présent, je pense que les chances de sauver de nouvelles personnes sont minimes. On prend la direction de l'Ukraine pour vous retrouver. Benoît Ballet, vous êtes notre envoyé spécial à Dnipro et vous êtes justement devant cet immeuble qui a été totalement détruit hier. Les secours s'activent toujours à l'heure actuelle pour tenter de retrouver encore des survivants dans les ruines. Exactement, vous le voyez derrière moi. À ma gauche, de nombreux pompiers qui sont encore dans les décombres et qui utilisent d'énormes pinces pour déblayer tout ce qui reste de cette explosion, de ces 9 étages de cet immeuble résidentiel qui se sont effondrés suite à la frappe qui a frappé le missile qui a touché cet immeuble hier peu après 15 heures. Il resterait encore, selon un dernier bilan annoncé il y a quelques minutes par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, 43 personnes portées disparues. La bonne nouvelle, c'est tout de même que les secours ont pu sauver, extraire des décombres 39 personnes et parmi eux 6 enfants. Le bilan provisoire est toutefois terrible. On parle de 25 morts, dont un enfant, 73 personnes blessées, dont 12 enfants. Alors ici, cet immeuble de 9 étages qui a été touché derrière moi comprenait 72 appartements totalement détruits et plus de 200 autres ont été largement endommagés. On a pu voir avec Caroline Bertolino il y a quelques secondes une cuisine tout en haut d'un étage dont le pan d'un mur a été absolument arraché. La cuisine semble absolument intacte. C'est j'allais dire terrifiant. Il y a également une machine à laver qui est sur le point de tomber d'une partie de cet immeuble. C'est dire la violence de cette explosion qui a touché ici la ville de Dnipro hier peu après 15 heures. Merci beaucoup Benoît Ballet, envoyé spécial de BFM TV à Dnipro avec Caroline Bertolino. On en parle avec Emmanuel Dupuis. Bonjour. Bonjour. Président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. On a vu ces dégâts extrêmement impressionnants de cet immeuble à Dnipro. 57 missiles ont été lancés. Les Russes visaient-ils une centrale thermique comme le suppose le maire de Dnipro, ou alors est-ce qu'ils ciblaient clairement des habitations comme ils l'ont déjà fait ? En tout cas, si on en croit l'état-major russe, c'est bien des infrastructures civiles, notamment celles qui produisent de l'énergie. L'agence ukrainienne de l'énergie, Ukraino Energy Ergo, a évoqué le fait que sur ces 57 missiles, beaucoup ont frappé et ont réussi malheureusement à endommager une partie de l'approvisionnement énergétique qui de toute façon est reconstruit au fur et à mesure. Mais si cette frappe, comme le dit le maire, visait cette centrale, il n'en demeure pas moins que ça participe de la même logique de terreur, avec la mise en cause, ou la remise en cause plutôt, du droit international. Frapper des infrastructures civiles ne fait pas partie du droit, entre guillemets, accepté des conflits armés. On va décrypter également avec vous cette déclaration de Vladimir Poutine qui a été interrogé par un journaliste de Russia One sur le tarmac d'un aéroport aujourd'hui. Ces mots, la dynamique de l'offensive russe est positive, c'est ce qu'a déclaré le chef du Kremlin. Comment est-ce qu'on interprète cette phrase du président ? Elle est assez elliptique, puisque la dernière partie de la phrase, selon les plans du ministère de la Défense et de l'État-major, ils n'ont cessé de changer.
ce qui était prévu au début n'est évidemment pas réalisé aujourd'hui, puisque la ville de Kiev n'est pas tombée, puisqu'ils n'ont, entre guillemets, récupéré qu'une partie des oblats qu'ils disent vouloir revenir ou ramener donc sous l'escarcelle russe. Et puis, bien évidemment, il y a quand même des différentes appréciations entre le ministère de la Défense, l'état-major, certains militaires au sein de cet état-major. Donc c'est une certaine façon une sorte de parole magique, un wishful thinking de la part du président russe qui a besoin de montrer qu'il a repris la main, qu'il a nommé son chef d'état-major, Valery Gerasimov, comme celui qui est désormais chargé de la coordination des opérations sur le terrain. Et puis bien évidemment, peut-être, hélas, sans doute annoncer une remobilisation générale pour essayer de préparer l'état d'esprit des Russes. J'allais y venir, effectivement, à la Emmanuel, longueur de ce conflit. Quel est le plan de Vladimir Poutine? Remobilisation, ça, on y est presque, c'est ce qui va se passer, a priori. Certains disent, après tout, et je partage ce point de vue, qu'il n'y a jamais vraiment eu de démobilisation. Ouais. Depuis octobre dernier, au moment où il y a eu la mobilisation partielle, 300 000 hommes, qui a ensuite été suivie par une mobilisation générale dans les régions autour de l'Ukraine, et désormais une continuation de cette mobilisation. On parle de 500 000 Russes qui pourraient passer sous les drapeaux, ou en tout cas être mobilisés sur le front, âgés de 18 à 60 ans. Donc on voit bien qu'il y a une prolongation de cette mobilisation partielle qui, d'une certaine façon, confirme ce que le président russe lui-même avait dit il y a quelques semaines, et son ministre de la Défense également, qu'il fallait que l'armée russe soit calibré, redopé d'une certaine manière, avec ce chiffre de 1,5 million de militaires à mobiliser. On voit bien qu'on est rentré dans une nouvelle logique. En tout cas, la désignation de Valery Gerasimov semble indiquer que non seulement la Russie se prépare à une économie de guerre, mais tout simplement peut-être à passer à une opération militaire spéciale, à une guerre de siège, ou en tout cas une guerre de très longue durée. Merci Emmanuel Dupuis pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. On va prendre la direction de l'Est maintenant du pays du Sud, de la région de Kherson, où la contre-offensive se poursuit. Plusieurs localités ont été reconquises par l'armée ukrainienne avec l'aide parfois surprenante des armes russes abandonnées sur le champ de bataille. Et nos reporters Anne-Laure Bons, Clément Grodenier et Hugo Dorsemène se sont rendus sur une base militaire où l'on répare ces véhicules de guerre. Dans ce garage de la capitale, un mécanicien s'affaire. La dernière voiture arrivée appartient à des militaires. Je dois changer le filtre à carburant. C'est un problème qui revient souvent. Ici, 60% des réparations concernent des véhicules de l'armée avec des devis moins élevés. Il y a deux types de factures, celle pour les particuliers et celle pour les soldats. Pour eux, on fait les réparations au prix coûtant. On aimerait bien en faire davantage, mais on ne veut pas risquer de mettre l'entreprise en danger non plus. Je crois qu'on doit tous y mettre du nôtre. Chacun avec ce qu'il sait faire pour aider nos gars et le pays tout entier. Le travail est terminé, la mission de ces militaires peut commencer. Et pour les aider dans leur combat, ce laboratoire produit des drones, comme celui-ci. Voici notre drone de série. On est parti d'un drone utilisé dans l'agriculture et on en a fait un drone de combat. Il peut porter sur 8 km jusqu'à 8 kg, soit l'équivalent de 4 obus comme celui-ci. Plusieurs modèles ont été créés par les ingénieurs qui se relaient dans ces locaux tenus secrets. Nous, on ne sait pas tirer. C'est notre cerveau qui nous sert d'arme. On place notre savoir au service de la victoire. Dans cet atelier, près de 600 drones ont déjà été confectionnés et confiés à l'armée. Dans l'actualité également de ce dimanche, à 4 jours d'une journée de mobilisation jeudi, on parle de la réforme des retraites. Près de 7 Français sur 10 se disent opposés à cette réforme et au report de l'âge légal de 62 à 64 ans. C'est le résultat de ce dernier sondage IFOP publié dans le journal du dimanche. 68% également pensent que cette réforme sera tout de même votée et appliquée. François Bayrou, le président du MoDem et haut-commissaire au plan, était l'invité de BFM Politique. Il a demandé au gouvernement de faire plus de pédagogie et de réfléchir à des améliorations de son texte. Que pense-t-il de la mobilisation à venir? Écoutez sa réponse. Non, je pense que la mobilisation
c'est dans l'ordre des choses. Quand vous avez des grands sujets sur lesquels il y a des désaccords, c'est dans l'ordre des choses. Il y a une différence essentielle, c'est que en 1995, comme vous vous en souvenez, Jacques Chirac avait été élu sur le thème de la fracture sociale. Sur le thème de l'attention à ces difficultés que les gens rencontraient dans leur vie. Ici, Emmanuel Macron a été élu en affichant clairement qu'il y avait une réforme des retraites indispensable et il avait même avancé 65 ans. Et en prévision de cette journée de jeudi 19 janvier, Philippe Martinez affirme que cette journée marquera une très très forte mobilisation. À 4 jours de cette mobilisation, c'est une opération tractage qui se mène actuellement pour tous les députés de la majorité. L'objectif est de faire de la pédagogie pour convaincre toujours plus du bien fondé de l'allongement de l'âge de départ à la retraite. Anne-Solène Tavernier, Mathieu Guillot avec Benjamin Berthaud. La bataille de l'opinion sur la réforme des retraites est-elle déjà perdue pour le gouvernement ? Selon un sondage IFOP pour le JDD, 68% des Français sont opposés au changement proposé par Elisabeth Borne, et notamment le recul à 64 ans de l'âge du départ à la retraite. Un rejet massif, car même chez les supporters d'Emmanuel Macron, ils ne sont que 32% à y être favorables. C'est donc sur le terrain que la majorité présidentielle mobilise ses forces. Bonjour, on fait un tractage sur les retraites pour expliquer un peu la réforme, cher monsieur. Ce samedi, c'était opération de tractage à Lille. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des retraites ? Est-ce que vous avez des questions que vous abordez ? Moi, ça me permet de prendre le pouls de mon territoire, de la ville de Lille, de ma circonscription. On a une réforme qui est vraiment juste et qu'il va falloir qu'on explique. Faire de la pédagogie, car chez certains Français, la résignation et la colère semblent avoir pris le dessus. On n'aura pas de retraite. Vous êtes inquiet ? Il y avait d'autres moyens, parce que uniquement là, c'est idiot. Mais nombreux sont ceux aussi qui apprécient qu'une députée vienne leur parler directement. C'est bien de venir discuter sans j'avais même pas regardé votre papier. Et ben voilà, je vous le donne quand même. Une stratégie au contact de la population, encouragée par les cadres de la majorité présidentielle. Gérald Darmanin est venu rendre visite à Violette Spilbou et a salué l'initiative. Malgré les grandes qualités qu'avait En Marche, c'était un parti qui pouvait paraître de temps en temps désincarné. Et je résumais ça souvent pour dire plus de bistrot, moins de visio. Les outils numériques, c'est très important. Mais enfin, les gens, ce qu'il faut, c'est leur serrer la main, c'est leur sourire, c'est leur apporter des arguments, c'est de les convaincre. Convaincre, car jeudi prochain se prépare une journée nationale de grève et de manifestations intersyndicales contre la réforme. Journée spéciale sur BFM TV jeudi, toute la journée, grève, manifestation, nos reporters seront sur le terrain pour vous faire vivre cette mobilisation, donc première journée de mobilisation. À 15h12, on en vient à présent à cette déclaration du parquet de Paris. L'homme soupçonné d'avoir blessé 6 personnes mercredi matin, gare du Nord à Paris, devrait être présenté ce dimanche à un juge d'instruction en vue de sa probable mise en examen. Une information judiciaire pour tentative d'assassinat devrait être ouverte selon le parquet qui va demander le placement en détention provisoire du suspect. Sa garde à vue avait été levée en fin de matinée. L'actualité sportive à présent avec l'affaire Noël Le Graët qui a pris une nouvelle envergure. L'inspection générale du sport, de l'éducation et de la recherche qui a émis un signalement à la justice pour outrage sexiste. Nicolas Pelletier est avec nous, journaliste RMC Sport, bonjour. De quoi s'agit-il exactement comme signalement ? Alors c'est dans le cadre de l'article 40 du Code de procédure pénale qui oblige chaque fonctionnaire à signaler un crime ou un délit qui est porté à sa connaissance. Et donc les 3 inspecteurs de la jeunesse et des sports ont porté à la connaissance de la justice vendredi après-midi ce signalement d'outrage sexiste. Et donc on va voir dans les prochains jours si le procureur de la République de Paris va ouvrir ou non une enquête préliminaire dans ce dossier Noël Le Graët. On le rappelle, il est mis en retrait de la présidence de la Fédération française de football depuis mercredi. Devant son COMEX, il a assuré qu'il n'y avait rien de répréhensible dans l'audit commandé par le ministère des Sports depuis plusieurs mois. Et c'est le témoignage de Sonia Swede, l'agent de joueur que l'on a entendu sur BFM TV, qui a été auditionné par les 3 inspecteurs de la jeunesse et des sports, qui a totalement changé la physionomie de l'affaire. Noël Le Graët qui a déclaré hier soir à l'AFP: à ce stade, je ne connais ni les faits qui me sont reprochés, ni les personnes qui en sont à l'origine. Et Noël Le Graët a aussi pointé les fuites dans la presse concernant cet audit. L'audit qui sera rendu le 30 janvier, ça sera un moment très important
pour la suite de Noël Le Graët à la tête de la Fédération française de football. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces explications. L'hiver fait un retour en force ce dimanche avec une tempête qui devrait arriver par l'ouest la nuit prochaine. De la neige abondante est attendue dans les Alpes et des gelées sont prévues à partir de jeudi prochain. Antoine Forestier, vous êtes à Samoin en Haute-Savoie. Sur place, on a retrouvé le sourire, Antoine, avec la neige qui revient. Oui, exactement. On parle depuis ce matin avec les commerçants, avec les restaurateurs. Il y a Clément qui est ici, qui est en train de retirer toute la neige qui s'est accumulée depuis ce matin. On était là depuis ce matin, on voyait bien le sol. Regardez déjà l'épaisseur de neige qui est ici. Bonjour Clément, merci de répondre à nos questions. C'est le sourire qui revient dans la station avec ce qu'on voit là à l'image. Oui, tout à fait. Là, il est tombé 20 cm de neige depuis ce matin et c'est vrai que c'est une grande satisfaction. La saison va pouvoir repartir de mille feux. Parce qu'on serait venu il y a 10 jours, on aurait eu de l'herbe ici quasiment. Oui, c'était tout en herbe et puis avec, il y a eu de lourdes précipitations, voilà. Donc très peu de neige. Et là, c'est le sourire qui revient puisque la neige tombe. Quel impact pour votre restaurant depuis cette fin d'année, ce début d'année 2023 avec ces difficultés? Et ben là, on va dire que la saison va pouvoir repartir. De nombreuses personnes avaient décommandé les séjours faute de neige. Et là, du coup, très positif. Les touristes vont pouvoir revenir et très bien pour la station. D'autant que ça va durer, c'est pas que aujourd'hui. Oui, voilà, on va avoir encore d'autres précipitations, encore demain, encore mardi, mercredi, et puis après beaucoup de froid. Donc le manteau neigeux va pouvoir se tenir, c'est très bien. Merci beaucoup. Les prévisions, en effet, prévoyaient pour aujourd'hui 20 cm de neige. Ça va certainement être plus, parce que vous l'avez vu, on y est quasiment déjà. Et ça continue de neiger encore ce soir, encore demain, mardi, mercredi. Je peux vous dire que les touristes avec qui on a parlé tout à l'heure étaient bien contents d'avoir choisi ces dates, parce que ceux qui avaient choisi la semaine dernière, eh bien, n'ont pas pu skier. Là, ça y est, c'est bon, la neige est de retour. En effet, c'est une bonne nouvelle pour les skieurs. Merci Antoine Forestier avec Laura Champion en direct de Samoin pour BFM TV. Une nouvelle manifestation à présent en soutien à l'Iran a lieu cet après-midi au Trocadéro à Paris. On vous y retrouve, Dominique Marie, vous êtes sur place. Quels sont les mots d'ordre de cette mobilisation ? Demain, ça fera 4 mois exactement que Nasser... La première des revendications, c'est l'arrêt des exécutions en Iran. Vous savez qu'il y a eu ce dignitaire irano-britannique qui a été exécuté par pendaison il y a seulement quelques jours. C'était en fin de semaine. Son procès avait lieu et sa condamnation, sa sentence proclamée seulement 3 jours avant sa condamnation. Et puis, il y a bien sûr la crainte pour tous ceux qui ont été récemment condamnés à mort. Au moins 18 personnes en lien avec le soulèvement contre le régime des Mollahs. On aperçoit d'ailleurs ça et là des portraits de ces jeunes gens qui ont été exécutés parce que 4 d'entre eux ont déjà été tués, exécutés par le régime iranien. Et puis l'autre revendication qui elle a sans doute un peu plus de chance de trouver un écho, c'est le placement par l'Europe des gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes comme les Al-Qaïda par exemple ou la branche militaire du Hezbollah. Les gardiens de la révolution, vous le savez sans doute, c'est la milice du régime qui est en pointe contre l'oppression de la population en ce moment. Et pour le moment, eh bien c'est pas le cas. Cette organisation n'est pas classée comme terroriste, mais les députés européens doivent se prononcer sur cette question dans les semaines à venir, dans les tout prochains jours, avant que les chefs d'État valident à nouveau ce train de sanctions contre l'Iran et ses dignitaires. Vous le voyez d'ailleurs ici, il y a des élus de tous bords qui sont représentés, les Verts avec Jenny Jadot, mais également des élus de la gauche ou de la République En Marche qui sont venus soutenir ici les Iraniens et les Franco-Iraniens, soutenir aussi la population en Iran. On sait que la France était jusqu'ici quelque peu réticente à l'inscription de ces gardiens de la révolution iranienne sur la liste des organisations terroristes. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'otages français qui sont retenus en Iran, qui sont dans les geôles iraniennes aujourd'hui. Ils sont au moins 7, mais vous voyez, ces élus sont venus appuyer ici cette revendication de placement des gardiens de la révolution, la milice du régime, sur la liste des attentes des organisations terroristes. Merci beaucoup Dominique Marie au Trocadéro à Paris donc pour BFM TV avec Yoann Chérifi. Restez avec nous dans un instant, nous reviendrons sur ce crash d'avion au Népal. Bilan au moins 67 morts, dont un Français parmi les passagers. Interruption spéciale. Pour notre assurance habitation, en allant chez MMA, on a eu 2 mois offerts. Les bonnes nouvelles MMA, 2 mois offerts sur votre assurance habitation. MMA. Un design affirmé pour vous démarquer de la norme. Une expérience numérique simplifiée pour trouver un nouveau souffle. Une autonomie élevée avec recharge rapide pour aller toujours plus loin. Un style épuré et audacieux.
Des technologies innovantes pour une expérience de conduite unique. Opel Mokka e. Tout sauf normal. Ça, c'est Opel. Pendant les portes ouvertes Opel, Mokka e 100% électrique est à partir de 179 € par mois. Chaîne thermale du soleil, renaître. Vous avez le choix. Elle peut rester sur un cintre ou vivre une nouvelle vie. Vendez sans frais sur Vinted. Faites des heureux et donnez une seconde vie à vos vêtements. Vous ne le portez pas? Vendez-le. Comme J'aime vous souhaite une bonne année 2023. Et qui dit nouvelle année, dit bonne résolution. Alors si vous souhaitez perdre du poids, c'est le moment de vous lancer. Rendez-vous sur commej'aime.fr pour faire votre devis. C'est simple, gratuit et sans engagement. Avec Comme J'aime, vous allez perdre du poids de manière raisonnée, en mangeant de bons plats, parfaitement équilibrés et déjà proportionnés. En plus, tout est livré directement chez vous. Fini les courses, fini la cuisine. Vous n'avez qu'à perdre du poids. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr, élu service client de l'année 2023. Pour vos journées, essayez le t-shirt Perco qui soulage le dos. Grâce à l'action de ses tenseurs, ce dispositif médical vous invite à vous redresser pour renforcer vos muscles. Il accompagne vos mouvements en toute discrétion. Et pour vos nuits, découvrez le matelas Perco qui soulage le dos. Conçu avec des professionnels de santé, il répartit idéalement votre poids pour soulager vos points de tension et réduit les contraintes sur votre dos. Profitez des soldes sur perco.com. Perco. Libérez votre dos. Bonjour, je suis une auberge du XIIIe siècle. Je peux avoir l'air vieux jeu comme ça, mais je n'ai rien perdu de ma jeunesse. Je cherche une personne qui aime les escapades paisibles et impromptues. Ici, vous pourrez reprendre des forces dans un bon restaurant ou explorer le domaine avec un panier à pique-nique. Vous aimez jouer? J'ai tout ce qu'il vous faut. Je me ferai un plaisir de vous accueillir le temps d'un week-end. Interruption spéciale. Allez, allez! Eh oui, les enfants, ça a grandi vite. Cette famille va devoir changer pour une voiture plus grande. En plus, vous êtes à la campagne, vous roulez beaucoup, l'assurance va vous coûter cher. Et avec la baisse du pouvoir d'achat... Ah non, ça va, on a trouvé une super occasion pour la voiture. Ouais, et pour l'assurance aussi. On a fait des économies, on est allé chez MMA. On a eu 2 mois offerts, donc zéro tracas. Et zéro blabla. Bon, allez, on y va, on va être en retard, là. Oui, la pub. Les bonnes nouvelles MMA, 2 mois offerts sur votre assurance auto. Jolie voiture. Pas mal non plus, la vôtre. C'est vert. C'est bleu. Non, il a raison, c'est vert. Allons-y. Vraiment bizarre. En 2023, Fiat étend le bonus écologique de 7 000 € à tous. Profitez de nouvelles Fiat 500 dès 129 € par mois sans condition de reprise. Et si Sofinco vous aidait à bien démarrer l'année? Parce qu'en ce moment, on a tous besoin de souplesse. Avec les solutions Sofinco, vous pouvez payer en plusieurs fois et augmenter ou baisser les mensualités de votre prêt perso quand vous en avez besoin. C'est vous qui choisissez. Contactez-nous au 3005 ou sur sofinco.fr. Sofinco, vous donnez de l'avance. Tanoshi vous dévoile les secrets de la cuisine japonaise. Avec ses ramen, il n'y a qu'à chauffer, assaisonner, ajouter quelques légumes, c'est prêt. Tanoshi, le goût du vrai Japon. Il y a du Wi-Fi ici. Maintenant, le Wi-Fi est partout chez vous avec B-Box Fibre Wi-Fi 6E de Bouygues Télécom, opérateur numéro 1 en Wi-Fi. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom.
nouveau Renault Austral E-Tech Full Hybride. À découvrir pendant les portes ouvertes du 12 au 16 janvier. On avait l'idée. Mais pour développer notre app, il nous fallait de la structure, un plan, du financement. Ouais, non. Et surtout, il nous fallait quelqu'un pour mettre le feu. Les experts comptables, des conseils qui mettent le feu. L'actualité à 15h30 dans l'après-info à la une. Ce retour du froid ce dimanche avec une neige abondante attendue notamment dans les Alpes. Les saleuses ont repris le travail. Vous voyez ces images à Gérardmer où nous retrouverons notre reporter Boris Karlamov dans ce journal. On fera également le point sur cette semaine de retour du froid avec notre spécialiste Sandra Larue. À l'étranger, au moins 67 personnes sont mortes dans le crash d'un avion. Parmi elles figurent 15 ressortissants étrangers, dont un Français, selon le porte-parole de la compagnie Yeti Airlines, Maëva Lamy. C'est dans cet immense ravin que l'avion s'est écrasé. Impossible d'en discerner le fond, ni même les contours. Un épais nuage de fumée noire et opaque en émane. Tout autour gisent des débris de l'appareil. À l'aide de tuyaux, les secours tentent d'éteindre le brasier et d'accéder à la carlingue des dizaines de passants massés autour d'eux. 72 personnes se trouvaient dans l'avion, 68 passagers et 4 membres d'équipage. Parmi eux, 15 ressortissants étrangers, dont un Français. En provenance de la capitale népalaise Katmandou, l'appareil s'est écrasé à Pokhara, au centre du Népal, près de l'aéroport où il devait atterrir. Cette ville est réputée pour accueillir les pèlerins religieux et les trekkers du monde entier. Peu après le drame, des dizaines de familles sous le choc ont afflué à l'aéroport de Katmandou. Sur place également, le Premier ministre népalais. C'est un accident tragique. Toute la force de l'armée népalaise et de la police sont déployées pour le sauvetage. Le gouvernement a ouvert une mission d'enquête pour déterminer les causes du crash. Il rendra son rapport dans les 45 jours. Et tout de suite, on fait le point sur la météo. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. La météo avec la gamme NX300 de Numatic. Une batterie lithium, plusieurs machines pour des performances de nettoyage optimales. La météo avec CBD.fr, le bonheur pour tous. Oui, tous. CBD.fr. Un temps très agité pour ces prochaines heures avec ce coup de vent qui arrive dans la nuit de dimanche à lundi sur la façade atlantique en liaison avec une dépression qui va se creuser sur le proche Atlantique et qui va nous apporter donc cette perturbation. Donc dans le courant de la nuit, il faudra être très prudent du sud de la Bretagne jusque sur la Gironde et vous le voyez en matinée, ce sera surtout sur le sud-ouest sous la perturbation qui va s'étendre du sud-ouest jusqu'une très large moitié est du pays. Donc on attend de la pluie, on attend de la neige à basse altitude sur les reliefs. Attention, risque d'avalanche très élevé sur les Alpes. Il y aura aussi du vent et de bonnes chutes de neige. Et puis, on a ces bonnes rafales sur le littoral, certes, mais aussi dans les terres. Localement, on pourrait atteindre aussi les 100 km/h sur le centre. Un temps agité aussi en Corse. Dans l'après-midi, c'est un ciel de traîne qui va prendre le relais le plus souvent. Donc du grésil, quelques coups de tonnerre, des précipitations sous forme d'averses et puis la dégradation en elle-même qu'on va retrouver dans l'Est avec de la neige à basse altitude. Un temps très agité aussi sur la Corse où là aussi le risque d'avalanche sera élevé. Les températures, évidemment, avec l'arrivée de cette dégradation, c'est de l'air beaucoup plus froid qui arrive sur le pays. Les températures baissent partout au réveil. 0 à Grenoble, 4 degrés à Paris, 8 degrés en Corse. Et dans le courant de l'après-midi, eh bien, les températures continuent de baisser. On passe sous la barre des 10 degrés, 7 à Paris. Et on se prépare à un deuxième coup de vent prévu dans la nuit de lundi à mardi. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'était la météo avec la gamme NX300 de Numatic. Une batterie lithium, plusieurs machines pour des performances de nettoyage optimales. C'était la météo avec CBD.fr. Le bonheur pour tous. CBD.fr.
15h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'après-midi info. À la une de l'actualité ce dimanche, le froid qui est de retour après un épisode de douceur inhabituel. Les températures baissent de nouveau depuis aujourd'hui. Pluie, vent, neige, combien de temps ça va durer? On fera le point avec notre spécialiste météo Sandra Larue. Et puis, on retrouvera Boris Karlamov qui est à bord, vous le voyez, de cette saleuse dans les Vosges où on s'active donc pour essayer de pallier la chute de neige aujourd'hui. Près de 7 Français sur 10 sont opposés à la réforme des retraites selon un dernier sondage IFOP. À 4 jours de la première journée de mobilisation, le gouvernement peut-il encore convaincre? Il estime en tout cas qu'il y aura jeudi une forte mobilisation comme la CGT. Tout se déroule selon les plans du ministère de la Défense et de l'État-major. Les mots de Vladimir Poutine, interrogé aujourd'hui par un journaliste russe au sujet de la guerre en Ukraine. Le président qui s'est également réjoui d'une dynamique positive sur le front. Nous décrypterons ces déclarations dans un instant avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin. Et puis cette nouvelle polémique aux États-Unis autour de l'action de la police. Keenan Anderson, un Afro-Américain de 31 ans, est mort le 3 janvier à Los Angeles après une arrestation brutale par des policiers. Est-ce une nouvelle affaire George Floyd? Reportage dans ce journal. Fini donc la douceur exceptionnelle de ce début d'hiver. Le froid, le vent, la neige ont donc fait leur retour dans l'Hexagone depuis ce dimanche. Et ça va durer encore la semaine qui vient. Boris Karlamov, vous êtes notre envoyé spécial, on l'a vu, vous êtes à Gérardmer dans les Vosges. Pour parer à ces perturbations, les saleuses donc reprennent du service. Et les chasse-neige qui sont en train de saler, de déneiger les routes. Ils reprennent enfin du service après plusieurs jours d'inactivité, puisque la neige fait enfin son grand retour dans le département des Vosges. Il y a eu d'importantes chutes de neige ce matin entre 9h et ce jusqu'à midi. Et vous le voyez sur ces images, Antoine Corvère, eh bien, les routes sont toutes blanches pour le plus grand bonheur des touristes, des Vosgiens, mais également des professionnels de la voirie. On est justement dans le camion de Damien. Bonjour Damien. Bonjour. Vous êtes en train donc de déneiger. Première question, ça fait quand même plaisir de revoir ce manteau blanc sur les Vosges ce matin. Ah bah oui, on l'attendait celle-là. Ça fait un moment qu'il neigeait pas beaucoup, début d'hiver assez pluvieux, un petit peu de froid mais pas longtemps. Et puis voilà, la neige revient, donc ça c'est bien. Bon Damien, c'est quoi votre principale mission cet après-midi là? Dégager la route de la neige qui est tombée donc cette nuit, ce matin. Et puis saler les axes prioritaires. Ici on est sur un axe non prioritaire qu'on ne doit pas saler parce que c'est un peu écologique. Donc voilà, ici on fait que du raclage, mais sur les zones plus bas on fait du salage et puis pour que la neige fonde et puis que les automobilistes puissent rouler normalement. Bon, merci beaucoup Damien. Vous le voyez sur ces images, Antoine Corvère, un épais manteau blanc sur les Vosges. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Plusieurs centimètres sont tombés ce matin. Ça va continuer la semaine prochaine. Demain, d'importants cumuls sont encore attendus sur le massif des Vosges. Et peut-être que la station de Gérardmer va pouvoir rouvrir ses portes. On le dit peut-être à partir de mercredi prochain pour le plus grand bonheur des touristes. Merci beaucoup Boris Karlamov donc dans cette saleuse avec Damien qui était à vos côtés. Merci aussi à Antoine Corvet qu'on l'a vu, donc ces saleuses qui ont repris le travail dans les Vosges notamment. Sandra Larue nous a rejoint, on va faire un point avec vous Sandra, notamment sur ce qui nous attend pour la semaine prochaine. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Alors, un temps très agité. En fait, on a un vaste système dépressionnaire qui est en train de se mettre en place là sur le nord de l'Europe et qui va nous apporter des perturbations, des dépressions même qui sont en train de se creuser sur le proche Atlantique. Alors là, la carte de vigilance pour le moment, c'est du jaune partout, mais ça va forcément évoluer dans le courant de la prochaine demi-heure a priori. On a cette vaste dépression là qui va se creuser et qui va nous apporter donc dans un premier temps, la nuit prochaine, c'est dans très brève échéance. La nuit prochaine, un premier coup de vent qu'il faudra surveiller du sud de la Bretagne jusque sur les Charentes à peu près, des vents forts sur les côtes de la Manche aussi, sur la Normandie. On attend de bonnes rafales jusqu'à 110 km/h sur le littoral. De bonnes rafales aussi, vous le voyez, dans l'intérieur des terres, localement peut-être jusqu'à 100 km/h. Grande prudence également, donc toujours tout cela va s'échelonner dans le courant de la nuit prochaine et de la matinée de demain. Donc on pourrait aussi avoir jusque sur le sud de l'Île-de-France de bonnes rafales de vent. Donc voilà le programme avec en prime des pluies soutenues sur les Hauts-de-France, sur le sud-ouest et puis tout cela ensuite va se décaler vers l'est. On attend aussi beaucoup de neige sur l'ensemble des reliefs
à basse altitude. Il faudra faire attention notamment sur les Alpes parce que ces quantités de neige, donc c'est de la neige fraîche qui va tomber sur le relief des Alpes et on aura en prime du vent. Donc un risque d'avalanche qui est marqué sur les Alpes du Nord pour cette journée de demain. Et puis mardi, c'est un nouveau coup de vent. C'est à peu près le même scénario que la veille, dans le courant de la nuit, de lundi à mardi, mais ce sera un petit peu plus au sud, a priori de la côte basque jusque sur les Landes, là aussi de bonnes rafales, dans l'intérieur des terres, également sur le sud-ouest. Attention également à la houle qui est générée toujours, même chose pour la nuit prochaine et la matinée de demain matin sur la façade atlantique. De la neige toujours ce risque d'avalanche. Et puis, à côté de ces coups de vent, on pourrait avoir temporairement un petit peu de neige. Alors, ce sera confirmé si ça tient au sol, sur le centre du pays pour la journée de mardi. Et puis, ça pourrait se décaler un petit peu vers les frontières du nord dans le courant de la soirée de mardi. Et puis, donc, ce sont le retour de conditions hivernales avec des températures qui vont nettement baisser. La baisse qui s'amorce déjà ce dimanche et qui va s'accentuer puisqu'on va retrouver des gelées assez fréquemment à partir de jeudi. On aura une deuxième partie de semaine peut-être un petit peu plus calme mais plus froide. Et du coup, ça va durer jusqu'à quand toutes ces précipitations ? Alors, toutes ces précipitations jusqu'à mercredi inclus. Et puis ensuite, on retrouvera des conditions un peu plus calmes, toujours froides. Vous le voyez. Vous voyez, ça commence à s'améliorer un petit peu côté ciel là, pour la journée de jeudi. Mais on garde des températures basses. Et puis à nouveau, vendredi, donc là, l'échéance est un petit peu lointaine, donc on confirmera cela. Mais on pourrait avoir à nouveau le retour de précipitations par l'ouest et aussi quelques flocons qui pourraient voltiger des collines normandes en descendant sur le Limousin et sur les Pyrénées. Merci. Rester chez soi. Ouais, exactement. Merci beaucoup Sandra. La neige a donc fait son retour. On l'a vu, certaines stations françaises commençaient à perdre espoir. En Haute-Savoie, seul un quart des pistes de la station de Laclusaz ont pu ouvrir, faute de neige. Maëva Comsi avec Adrien Portron. Dans la station de Laclusaz cette année, les skieurs regardent attentivement le plan des pistes. Bien préparé, ça glisse, car le domaine est fortement teinté de rouge. De nombreuses pistes sont fermées. Conséquence d'un manque de neige sur le domaine. Tous les matins, quand on arrive pour le relevé météo, là, à partir de 9h, celui qui fait la météo, il regarde la quantité de centimètres de neige qu'il y a sur la planche. Et là, actuellement, on en est à 0 depuis ce matin. Et puis, on espère qu'à partir de demain, on est au moins à 20 ou 30 centimètres tous les jours. Seules 18 pistes sur 85 sont ouvertes. Certaines composées d'un maigre manteau blanc laissent même apparaître l'herbe. Situation délicate dans cette station qui doit faire face à des températures particulièrement douces pour la saison. Le sol n'a pas eu le temps de geler cet automne. Il y a eu des très petites gelées, des très petites périodes de gelée. Donc la terre est chaude et donc la neige, dès qu'elle tombe dessus, se réchauffe très vite et fond plus vite que prévu. Okay. Tu avais fait une réservation sur quoi ? Un manque de neige qui vient aussi impacter les commerces de la station. Dans ce magasin de location, le chiffre d'affaires a reculé de 15% en décembre par rapport à l'année dernière. Tout reste à faire, je dirais, avec l'arrivée enfin de ces chutes de neige semaine prochaine, ce froid qui arrive et qui sera de bon augure pour nous puisque le gros de la saison reste les vacances françaises de février. Et justement, le retour du froid et de la neige sont prévus dès aujourd'hui sur la station, de quoi lancer véritablement la saison et amener de nouveaux vacanciers. Également, dans l'actualité, dans 4 jours aura lieu cette journée de mobilisation nationale et de grève contre la réforme des retraites. De nombreux secteurs sont concernés, transport, santé, énergie ou encore éducation. Et dans la population, vous le voyez, près de 7 Français sur 10 interrogés dans un récent sondage se déclarent défavorables au texte. Autant qui, en revanche, estiment que la réforme finira bien par être votée et appliquée. Vous le voyez, 68%. Alors, qu'en est-il sur le terrain ? Mathias Tesson est allé à la rencontre des Français au marché d'Alliga à Paris. Les Français interrogés ce matin sur ce marché parisien sont partagés. Partagés à la fois sur ce projet de réforme des retraites, mais partagés également sur la mobilisation à venir. Il y a ceux qui considèrent cette réforme comme injuste et qui iront manifester jeudi prochain. Partir à la retraite à 64 ans, c'est trop tard pour eux. Et puis, il y a ceux qui sont contre ce projet de réforme également, mais qui n'appellent pas non plus à des manifestations, des grèves générales d'ampleur nationale. Ils redoutent un blocage du pays. Et puis il y a tous ceux, et ils sont nombreux, qui n'ont pas encore d'avis sur la question et qui attendent encore quelques jours avant de se prononcer. Écoutez notamment ces 2 dames, c'est leur cas. C'était au micro de Théo De Santi.
Le soutien parce que je pense que je me pose la question à savoir est-ce que les employeurs vont jouer le jeu et permettre à des personnes de travailler jusqu'à 64 ans. C'est-à-dire que voilà, donc ça va être un report sur le chômage. Pour moi, ce qui est important, c'est pas la question d'âge ou de durée de cotisation n'est pas la priorité. Il faut commencer par réfléchir sur l'évolution des carrières des gens, leur permettre d'être en bonne santé jusqu'à la fin et leur permettre d'évoluer dans leur carrière. Ce sont surtout les quarantenaires, les cinquantenaires, les retraités qui ont un avis sur la question. Les générations inférieures, quant à elles, se sont montrées plutôt discrètes, résignées, voire même pas très intéressées par la question. Le gouvernement, lui, décrit sa réforme comme une nécessité de justice sociale, mais pour les seniors français dont le taux d'emploi est le plus faible d'Europe, la réalité est parfois difficile. Certains, en grande difficulté économique, sont contraints de continuer à travailler bien au-delà de l'âge légal de départ en retraite. Aurélie Calvo. Ces gestes, Pierre les effectue sans interruption depuis bientôt 60 ans. À 79 ans, il travaille toujours dans cette boutique de vêtements en compagnie de sa femme. Il perçoit pourtant bien une retraite, mais cette dernière est loin d'être suffisante pour le maintenir à flot. Je suis à 600 € de revenus mensuels. De quoi payer mes cigarettes et mon café du matin. Je ne suis même pas au minimum vieillesse. Voilà ma situation. Je suis dans la précarité. Pierre survit donc grâce à cette activité et à quelques investissements locatifs. Tant que j'aurai la santé, la lucidité pour le faire, j'en ai le devoir pour affronter les événements qu'on m'impose, les turbulences économiques et politiques. Louis Lebon, médecin généraliste, exerce lui aussi depuis plus de 40 ans. Il aurait pu prendre sa retraite à taux plein dès 2014, mais lui aussi a fait le choix de continuer à travailler par amour de son emploi. Pour continuer, il faut continuer à être passionné. Ça, il n'y a pas de problème. Je ne viens jamais au travail en traînant les pieds, en me disant encore... Non, c'est pas possible. Autre raison, la crise de la démographie médicale. Louis est l'un des derniers médecins de la région. Son départ mettrait en difficulté ses patients. Je commence à préparer les dossiers de mes patients de façon à leur transmettre leurs dossiers sur clé USB, dans l'espoir qu'ils trouvent un médecin qui pourra bien les prendre, ce qui n'est vraiment pas évident dans la région. Dans son projet de réforme, la Première ministre a promis des procédures simplifiées pour tous ces Français qui souhaitent cumuler emploi et retraite. Grève, perturbation, jeudi, toutes nos équipes seront mobilisées pour une journée spéciale sur BFM TV tout au long de la journée. Présent dans les cortèges à Paris et en région, un rendez-vous à suivre en direct sur notre antenne, donc jeudi. 15h41, l'actualité nous mène à présent en Ukraine où Vladimir Poutine s'est exprimé, sur le sujet duquel Vladimir s'est exprimé. Le président russe qui a déclaré après la revendication d'une victoire à Moscou que la dynamique était positive, que tout se déroulait selon les plans du ministère de la Défense et de l'état-major sur le front. Déclaration donc aujourd'hui à un journaliste russe du président Vladimir Poutine. On va aller en Russie tout de suite pour rejoindre Jean-Didier Revoin, notre correspondant à Moscou. Est-ce que est-ce de la propagande ou y a-t-il des éléments tangibles pour appuyer ces déclarations du président russe ? Écoutez, quand on voit les efforts qui ont été déployés par les forces russes pour reprendre Soledar, alors que ce soit Wagner ou l'armée qui revendique... L'armée qui a notamment revendiqué la prise de la ville en fin de semaine dernière, eh bien, quand on demande son avis au président de la Russie, il est bien obligé de dire que la dynamique est positive. Effectivement, ça représente une avancée pour les forces russes qui connaissent des difficultés depuis le début de l'automne. La perte notamment de la région entourant Kharkov et le retrait de Kherson. Et puis aussi, cela intervient au moment où le chef de l'état-major russe a pris la direction des opérations en Ukraine. Et donc, on peut donc en déduire qu'une nouvelle dynamique dans ce conflit se prépare, est à l'œuvre. Et peut-être que Soledar pourrait en être les prémices. Merci Jean-Didier Revoin pour ces précisions. À Dnipro, le bilan, lui, continue de s'alourdir après le bombardement de la ville hier par les Russes et qui a frappé un immeuble résidentiel. Les secours sont toujours à pied d'œuvre pour tenter de secourir d'éventuels survivants. Le président Zelensky donne le bilan toujours provisoire d'au moins 23 victimes, dont un enfant et de 43 disparus. Aurore Villemur. Un immeuble de 9 étages réduit en poussière. Des décombres encore fumants. Et des pompiers prêts à prendre tous les risques pour retrouver les survivants. Comme cette femme, blessée. À Dnipro, dans le centre de l'Ukraine,
Ce bâtiment aujourd'hui éventré a été touché par une frappe russe dans la nuit hier. Selon moi, le missile a touché ce bâtiment parce qu'il y a une centrale thermique de l'autre côté de la rivière, ce qui signifie qu'ils ont essayé de toucher la centrale thermique. Mais le missile est passé et a frappé cet immeuble résidentiel. Une nuit d'horreur pour tous les habitants. Dans mon sommeil, j'ai commencé à crier. Je ne comprenais pas pourquoi. Puis j'ai entendu une explosion. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu cet énorme nuage de fumée. Je me suis habillé, je suis sorti dans la cour et les gens criaient. Des enfants, des femmes étaient dehors. Les policiers étaient partout. À bout de bras, les secours débordés tentent de dégager les gravats et d'extirper les dizaines de survivants encore bloqués sous les décombres. Cette femme en deuil, elle, profite des caméras pour interpeller les forces russes. Qu'avez-vous fait à mon fils? Pourquoi l'avez-vous tué? Vous êtes des ordures. Moi et toutes les mères en deuil, nous vous damnons pour le restant de votre vie. Au total, 70 logements ont été complètement détruits, 230 ont été endommagés. Une attaque lourdement condamnée par tous les habitants. C'est vraiment horrible, c'est tout simplement inhumain de faire ça. La victoire doit être remportée sur le champ de bataille, pas parmi la population civile. Selon le maire de Dnipro, les chances de retrouver des habitants vivants sous les décombres sont minimes. À l'étranger, toujours, les États-Unis font-ils face à une nouvelle affaire George Floyd? Keenan Anderson, un Afro-Américain de 31 ans, est mort le 3 janvier dernier à Los Angeles. Il avait été brutalement arrêté par la police à la suite d'un banal accident de la route. Anne-Sonel Tavernier. Un policier à moto arrive sur les lieux d'un accident de la circulation. Il arrête cet homme, Keenan Anderson, un enseignant de 31 ans, au comportement visiblement agité. Get up against the wall. Please, sir. I didn't mean to, sir. Please. Hold on, okay? Oh my God. Le suspect se relève et s'éloigne en courant. Come here. Come here. Très vite rattrapé, il est plaqué au sol par les policiers qui tentent de le maîtriser. L'un d'eux s'appuie lourdement sur lui au niveau de son cou et de son thorax. Keenan Anderson reçoit alors plusieurs décharges électriques. Encore conscient, il est transporté à l'hôpital quelques minutes plus tard, avant de décéder d'un arrêt cardiaque. Les analyses toxicologiques effectuées par la police révèlent la présence de cocaïne et de cannabis dans son organisme. En attendant les résultats définitifs de l'enquête, les policiers ont eux été suspendus. Il n'y a pas de preuve qu'il ait été étouffé ou quelque chose comme ça. Je constate 6 activations de taser. Dans notre métier, nous savons que l'augmentation du nombre d'activations peut avoir un effet néfaste sur le système cardiovasculaire. En particulier si la personne a des problèmes cardiaques sous-jacents. Cette affaire rappelle celle de George Floyd, tué par des policiers en mai 2020 lors de son arrestation. Sa mort avait suscité une immense vague de protestations aux États-Unis et l'essor du mouvement Black Lives Matter. Keenan Anderson était le cousin de la cofondatrice de l'organisation. Mon cousin a été tué par la police. Tous nos êtres chers qui sont morts après avoir eu affaire à la police devraient être en vie. À Washington, D.C., où il enseignait dans cette école, le chagrin et la colère dominent. Nous avons tellement de questions. Comment aurait-on pu désamorcer la situation? Comment aurait-on pu éviter que les circonstances ne s'enveniment? Selon les médias américains, la mort de Keenan Anderson porte à 3 le nombre de décès impliquant des agents de la police de la ville de Los Angeles. Retour en France à présent où, au lendemain de l'exécution d'un ressortissant irano-britannique par le régime de Téhéran, une nouvelle manifestation a lieu aujourd'hui, vous le voyez, à Paris, en soutien aux opposants au régime iranien. Le rassemblement qui se tient sur l'esplanade du Trocadéro dans le 16e arrondissement. Mot d'ordre de cette mobilisation, dénoncer les exécutions, la répression orchestrée par les autorités, mais aussi inscrire les gardiens de la révolution, cette milice du pouvoir, sur la liste des organisations terroristes.
Un rendez-vous BFM TV ce lundi. Ne manquez pas dans Ligne Rouge notre série documentaire événement Bac Nord. Il parle enfin, une enquête qui nous plonge au cœur des quartiers nord de Marseille, dans l'un des plus gros scandales policiers de ces dernières années, adapté depuis au cinéma par Cédric Jiménez. Et pour la première fois, des policiers mis en cause ont accepté de s'exprimer. C'est donc à voir demain à 20h50 sur BFM TV. Et tout de suite, la météo.